D'accord, merci beaucoup. Donc, pour récapituler, si je comprends bien, il y a deux partis politiques à l'époque, déjà, donc le BDG et l'UDSG, c'est ça, non? Bon, les deux grands partis politiques. Parce que en vrai, Ok, on pourrait rajouter le ouais, les deux Punga, grands partis politiques, effectivement. mais je trouve que les scores du Punga, hormis l'idéologie qui était révolutionnaire, mais dans les urnes, ça n'a jamais vraiment eu l'impact que beaucoup voudraient vendre aujourd'hui. Le Punga, pour moi, c'est un peu comme le Morena. Le Morena qui, ils ont tout subi, hein. Ils ont subi des menaces, ils ont subi la prison sous Omar Bongo. Mais durant les élections, ils n'ont jamais eu les scores notables. Ils n'ont jamais pris la place qu'ils auraient dû prendre. Si je comprends bien, il y a quelque chose que j'aimerais savoir. Tu as très bien dit que Jean-Hilaire Obama, il a un background, il a été formé au séminaire, il a été, enfin, c'est quelqu'un qui a été formé dans le domaine, par je suppose, par les religieux. Et donc, il a une formation, il a un background qui fait que c'est un peu, entre guillemets, la personne idéale à laquelle on s'attend à la tête du Gabon. On dit souvent que Léon Mba était juste un ami des colons, c'était juste quelqu'un qui était comme ça. Et quel est le background de Léon Mba en réalité? Est-ce que Léon Mba a une formation académique? Est-ce qu'il a une formation, enfin, quand on parle de formation académique, on parle bien sûr des formations de l'époque. Est-ce que Léon Mba a un background qui a permis qu'il soit là? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui a fait que Léon Mba soit cette personne charismatique qu'on connaît à cette époque-là? Non, c'est pas le background qui, c'est un peu comme Sékou Touré. C'est pas les études. Tu sais, il y a les Senghor et tout ça qui ont fait des études. D'ailleurs, Senghor qui était très proche de Jean-Hilaire Obama. Il y a cette catégorie-là qui ont fait des études, mais il y en a, ils avaient le terrain. Et le terrain jouait, et le terrain et la popularité jouaient avait une importance considérable. Et ça, c'était le cas de Léon Mba. Léon Mba revient, il est très populaire. Il est très populaire. Et justement, les forestiers misent sur lui, misent sur sa popularité. Et il y a une phrase de Pierre Péan qui dit Léon Mba adorait le pouvoir. Et ça, c'est ce qu'il a montré durant ses 6 ans à la tête de l'État. Léon Mba aimait le pouvoir et bon, au départ, on pouvait croire qu'il était contre les Français, mais l'histoire nous a montré qu'en réalité, il n'y a pas plus francophile que Léon Mba. Par exemple, l'épisode de Il ne voulait pas l'indépendance. D'ailleurs, il n'était pas seul. Paul-Marie Gondjou aussi était de cet avis-là. Pourtant, comment il s'appelle, Jean-Hilaire Obama, lui aussi, on pourrait se dire, il pourrait être pro-français. Mais tu vois, quand les deux, il y avait un qui se rapprochait le plus des Français, et c'était justement Léon Mba. Et leur choix s'est porté naturellement sur lui. D'accord, merci beaucoup. Alors, après avoir donc élagué cette partie de l'histoire politique du Gabon, moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Finalement, lorsque Léon Mba gagne et qu'il est le représentant, on va dire le représentant légal, qu'est-ce qu'il se passe entre-temps en termes d'histoire, en termes d'événements, quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a un événement marquant qui permet à Léon Mba de devenir cette personnalité-là, à part le fait qu'il ait gagné l'élection, qu'est-ce qui le conduit à gagner? Parce qu'on sait souvent, lorsqu'on on lit l'histoire, ou plutôt lorsqu'on écoute, lorsqu'on écoute les rumeurs d'histoire, ou plutôt les rumeurs sur l'histoire du Gabon, on dit souvent qu'il y avait une rivalité entre Léon Mba et Jean Hilaire, et que apparemment Jean Hilaire serait la personne à l'époque qui aurait beaucoup plus de visibilité politique, mais qui aurait été invisibilisé par une certaine main noire. Est-ce qu'aujourd'hui, selon les données que tu as en ta disposition, est-ce qu'on pourrait affirmer que Léon Mba bénéficiait d'un avantage dû au fait qu'il avait, par exemple, un soutien ou peut-être un lobby derrière? Bien évidemment, peut-être du côté des forestiers dont tu as parlé tout à l'heure. Oui, c'est justement ce qui fait toute la différence. Tu te rends compte qu'il y a des gens dans la Nyanga, il y a des gens dans le Moyen-Ogooué, ils ont porté des individus à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée territoriale, pour que ces individus-là votent l'UDSG. Mais derrière, Léon Mba arrive à reprendre ces individus-là et faire en sorte qu'ils votent pour le BDG, le Bloc démocratique gabonais de Léon Mba. Derrière, on va dire, il y a eu des négociations, il y a eu un laisser-aller, certes, de Jean-Hilaire Obama. Parce il était dans cette posture-là il est habitué à gagner, il a déjà gagné pas mal de fois. Il y a eu ça, oui, je peux l'entendre.
mais on ne va pas nous faire croire. Bon, ça c'est ce qui se dit, mais on ne va pas nous faire croire que c'est que ça. Que ce soit Métégué qui le dit dans le Gabon à l'aube du 21e siècle. Il parle clairement des forestiers. Pierre Péan, lui, pour lui, ça ne fait aucun doute, les forestiers ont joué un rôle majeur. Il y a une phrase dans le livre de Métégué qui dit « Les campagnes de Léomba à l'époque, c'est à l'américaine. C'est à l'américaine. Ils ne boxent pas avec les mêmes moyens. » Bah après, Jean-Hilaire Obama, j'ai envie de dire, c'est pas non plus un petit joueur. Il a été à l'Assemblée nationale française. Il était français. Donc, c'était pas un petit joueur, mais pour justement être capable de le surpasser de la sorte, il fallait réellement des moyens, des lobbies, et à la fois financiers, et à la fois politiques. Et là, je pense plus la France qui avait certainement déjà son choix, qui était porté sur Léomba. Mais qu'est-ce qui fait que finalement, Léon va bénéficier de cet accompagnement stratégique? Parce qu'on pourrait se dire, par exemple, que si Jean Hilaire a une formation, il serait peut-être le meilleur partenaire ou peut-être la meilleure personne désignée par les Français, sachant qu'on dit souvent que oui, quand quelqu'un a été formé par les Français ou bien quand quelqu'un a été formé à la mission française, c'est la personne idéale. Dirait-on que Jean Hilaire avait déjà des velléités qui étaient pressenties par les Français, et donc ils ont préféré plutôt soutenir Léon Bas qui pour eux était la personne la plus perméable pour ce projet-là, quoi. Là, c'est une question où pour moi les réponses sont multiples. Parce que qu'est-ce qui fait en sorte, par exemple, que les Français décident de mettre Omar Bongo comme successeur de Léon Bas? Est-ce que c'est le côté de il est bien formé, ou c'est celui qu'on va pouvoir le mieux diriger comme on veut? Je pense que ça, c'est un argument qui tient la route. Jean-Hilaire Obama, c'était un chef. Et justement, durant le coup d'État de 1964, on va y venir, c'est Jean-Hilaire à qui les militaires donnent le pouvoir. Et en aucun cas, la France n'accepte qu'ils prennent le pouvoir. Pourtant, il va les contacter. Parce que derrière aussi, Jean-Hilaire Obama, à l'époque, dans son carnet d'adresse, il n'y a pas que les Français. Il n'y a pas que les Français, il y a notamment les Américains dont on dit qu'il était assez proche. Donc tu vois que c'est le côté plus de on sera capable de travailler avec qui, parce que c'est l'administration coloniale qui donne qui laisse le pouvoir et qui le donne à quelqu'un d'autre et qui veut justement préserver ses intérêts. Le plus qualifié n'est pas forcément le meilleur choix. Et là, avec la succession de Léon Bas même, le schéma va se répéter. C'est pas le plus qualifié qui va forcément succéder au président. D'accord, merci beaucoup. Franchement, c'est un très beau rappel historique et ça permet d'éclairer. Donc, par exemple, pour certaines personnes là, je suis pas sûr que beaucoup de gens savaient qu'on parle du BDG à l'époque de Léon Bas et de l'UDSG de Jean-Hilaire Obama. Donc, c'est toujours intéressant de revenir sur ces parties de l'histoire parce que ça nous permet vraiment d'avoir une mémoire assez pointue et de connaître qui sont les personnages historiques de les personnages centraux de notre histoire et comment notre histoire s'est construite progressivement, s'est construite. Alors, venons-en maintenant à la constitution même de l'élite gabonaise. Alors, on voit souvent que dans l'élite gabonaise, on voit souvent en tête de liste les Ndouna comment ils s'appellent, les Jean-Jacques Boucavel, les Georges Damas Aleka, tous ces personnages-là. Qu'est-ce qui fait le choix ou on va dire, la sélection pour la formation d'une élite gabonaise? Quels sont les critères de choix, ou plutôt quels sont les éléments qui permettent d'identifier que, par exemple, un certain Paul Ngonjo serait la personne idéale à tel poste, ainsi de suite? Comment se construit, en fait, la question c'est comment se construit l'élite politique, ou plutôt la première élite, celle qui est considérée comme étant la première élite politique gabonaise? En vrai, c'est déjà les plus populaires, comme Léon Bas, des gens qui ont et à la fois les faveurs du peuple, c'est-à-dire ils ont fait des choses, ils ont une base solide, parce que certes les Français ont le pouvoir avant 1960, mais ils n'ont pas réellement d'impact, d'emprise ou de leadership sur le peuple gabonais. C'est plus des hommes, des Gabonais qui n'ont peut-être pas de pouvoir politique, mais qui eux ont le pouvoir sur les Gabonais. Au-delà du fait que oui, il y a le parcours qui va énormément juger, qui va énormément jouer, mais il y a ce côté-là populiste. Léon Bas, par exemple, qui était très populaire. Après, il y en a qui ont été très populaires aussi. Pierre-Marie Akanda, par exemple, que je t'ai parlé du poste
de représentants gabonais justement à l'Assemblée territoriale après 1918. Justement le poste où je disais il fallait quelqu'un pour calmer les ardeurs et tout. Lui par exemple, il n'y a pas un parcours spécifique, il n'y a pas un parcours prestigieux. C'est juste quelqu'un qui représentait justement ce que les Gabonais voulaient. Il était la tête il était à la tête de certains mouvements. C'est justement au travers de ça que justement l'administration coloniale piochait. Après, il y a aussi des gens comme Jean-Hilaire Obam, comme Paul-Marie Gondjou, qui justement, eux, fréquentaient certains milieux. Et en fonction des fréquentations de ces certains milieux, il y a une attitude que certains peuvent avoir et que d'autres n'ont pas. Je vais te prendre l'exemple de Germain Ba. Germain Ba finit ses études, si je ne me trompe pas, dans les années, fin des années 50. Fin des années 50, il finit ses études, mais en aucun cas, l'administration coloniale ne peut miser sur lui. C'est le genre récalcitrant qui voit clairement que la France profite de son pays et qui le dit ouvertement. En fait, dis-toi, la politique gabonaise d'avant l'indépendance à aujourd'hui, ça n'a pas énormément changé. De la même manière, on forme des élites au Gabon aujourd'hui, par exemple, des gens, à l'époque d'Omar, par exemple, des anciens opposants comme André Baobam, qui s'est fait remarquer justement en étant opposant en France. Bah oui, lui, il peut nous aider. Vaut mieux l'avoir avec nous que contre nous, donc on va le prendre. Vaut mieux l'avoir avec nous contre. Mais il y en a d'autres, c'est limite impossible de les approcher. Je parle par exemple là de Germain Ba à cette époque, quand il sort d'études, vaut mieux s'en éloigner parce que ils sont vus un peu comme des poisons, comme un peu par exemple les activistes sont vus aujourd'hui, c'est-à-dire certains activistes, personne ne veut te fréquenter parce que le pouvoir te voit mal, ça peut avoir des répercussions, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu peux dénoncer des problèmes, mais si tu les dénonces d'une bonne manière, tu peux t'attirer les faveurs d'un régime qui peut se servir de toi justement pour calmer les cris qu'il y a en bas, quoi. Et justement, les historiens utilisent souvent ça, on prend une élite, on leur donne les miettes justement pour calmer les problèmes plus bas, pour masquer les problèmes plus bas. Alors, merci. Je crois que en ce qui concerne cette période-là, l'élément essentiel qu'il faut retenir, c'est que il y a des hommes politiques qui se font remarquer par leur talent, qui ont une certaine formation, un certain background, et il y en a d'autres qui, par contre, se font remarquer par leur qualité personnelle, mais qui ne sont pas forcément des adhérents, genre ils vont être facilement cooptables et ils vont être amenés dans une logique on va dire de co-gouvernance du Gabon. La question qui me vient par rapport au système de gouvernance. On dit souvent que Léon Ba est le père de la nation. Venons-en sur les notions de patriotisme et surtout sur la vision politique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec le recul qu'on a, et surtout avec les données que tu as en ta possession, au regard de l'histoire, au regard des différents historiens et des opinions, est-ce qu'on peut dire que Léon Ba est le père de la nation gabonaise, s'il faut parler de nation en tant que groupement de personnes qui occupent un territoire? Oui et non. Non, parce que Léon Ba, une fois qu'il a eu le pouvoir des parlementaires, Léon Ba n'a jamais caché ça. Hein. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on veut un peu cacher ça. Je sais pas si tu as l'impression. Par exemple, moi, je l'ai découvert très tard. Bon, je dis très tard. J'étais déjà majeur, que Léon Ba ne voulait pas de l'indépendance. Ça, par exemple, et pourtant, plus jeune, quand j'étais au collège, non, quand j'étais au primaire, on faisait des sorties au mémorial Léon Ba, on nous parlait de Léon Ba, mais cette partie-là, on a tendance à un peu la masquer, parce que Léon Ba a milité pour la départementalisation du Gabon. Tu te rends compte que aujourd'hui, on voit par exemple Mayotte, tout ça, comment ces États-là sont. Aujourd'hui, quand on voit les souffrances que les anciens ont dû vivre sous la colonisation, le travail forcé, tout ce qu'il y avait derrière, et quand le leader, celui qui a le pouvoir, dit après tout, justement, ces exactions-là, que l'indépendance, il n'en veut pas, il veut la départementalisation, pour moi, tu ne peux pas être considéré comme le père de la nation gabonaise. Parce que pour moi, le père de la nation gabonaise, c'est par exemple, je peux par exemple dire René-Paul Souzade, parce que dès 1958, quand on lui a proposé le référendum de 58 de Gaulle, vous voulez l'indépendance maintenant ou bien vous voulez continuer la communauté? Il s'est battu coûte que coûte pour que le Gabon ait son indépendance le plus rapidement possible. Mais Léon Ba ne voulait pas cette indépendance-là. Et même après l'indépendance, il a toujours appelé une chose, les amis, ne voyons pas l'indépendance comme je ne sais pas quoi, parce que l'indépendance ne va pas résoudre tous nos problèmes
problème. Et ça, pour le coup, je suis un peu d'accord avec lui. Parce que beaucoup d'Africains, et pas qu'au Gabon, voyaient l'indépendance comme une formule magique qui va régler tous les problèmes des Africains, alors que pas du tout. Et justement, Léon Mba disait, l'indépendance, ce n'est pas un remède magique. Il va nous falloir travailler. Il va nous falloir travailler justement pour développer notre pays. Et justement, pour revenir à ta question, oui et non, mais oui, parce que c'est le premier président du Gabon, malgré lui, et c'est le premier chef. Il y a ce truc-là de la symbolique. C'est lui qui proclame l'indépendance. Et d'ailleurs, Paul Mbabesol, dans l'un de ses lives, avait dit, le paradoxe du Gabon, de l'indépendance du Gabon, c'est que ceux qui ont milité pour l'indépendance sont devenus opposants à l'indépendance. Et celui qui ne voulait pas de l'indépendance a pris le pouvoir. Ce qui est complètement, un peu absurde, il faut le dire. Donc, pour la question, je suis un peu partagé, mais pour moi, perdre de l'indépendance signifie, pour moi, par exemple, tu vois, un exemple, Patrice Lumumba, c'est le père de l'indépendance congolaise. Quand on voit le travail abattu depuis les années 50 par Patrice Lumumba, quand on voit le discours qu'il fait le 30 juin 1960 devant le roi des Belges, pour moi, il y a cette symbolique-là de vouloir rappeler à l'ancien maître, on a souffert, vous nous avez opprimés, et maintenant, après tout ça, on s'est battu pour avoir quelque chose, on l'a, et on ne va pas lâcher ça. C'est ce truc-là que je trouve que on a eu une indépendance donnée. Certains se sont battus pour l'avoir plus tôt, mais ils n'ont pas réussi. Par exemple, au référendum, quand le général de Gaulle met le référendum, il n'y a qu'une seule province, et c'est la Nyanga, qui vote le oui en majorité. 6000 voix contre 4000 voix, si je ne me trompe pas. Sinon, toutes les provinces, tous étaient derrière Léon Mba. En même temps, j'ai envie de te dire, pour ça, Léon Mba, limite, certains, il y avait un peu la force qui était pratiquée, il y avait des menaces. Il y avait aussi le fait que Jean-Hilaire Obama, qui au départ, ne voulait pas de ce référendum-là, mais derrière, il s'est ravisé, et c'est une fois de plus aligné derrière Léon Mba. Je ne fais que répéter le aligné derrière Léon Mba, parce que à plusieurs reprises, il a accepté de se mettre derrière Léon Mba, ce que je pense que Léon Mba n'aurait jamais fait. Mais derrière, c'est justement là le drame. Et pour moi, il n'aurait jamais dû s'aligner et il aurait dû rester justement suivre ses convictions et ne pas accepter de collaborer avec qui que ce soit. Alors, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit focus sur justement le fait que l'alignement c'est fini. La Nyanga est la seule province du Gabon qui a voté le non et pas le oui. Si j'ai dit ça, je me suis certainement trompé. Ah, ok. Donc, je voulais qu'on fasse un focus sur l'alignement de Jean-Hilaire Obama. Qu'est-ce qui fait que Jean-Hilaire Obama, à chaque moment considéré comme étant des moments cruciaux, finalement, s'aligne derrière Léon Mba? Parce qu'on le voit beaucoup plus dans l'histoire, on le présente comme étant la figure de proue d'une certaine opposition, si tant il est vrai qu'on pourrait parler d'opposition à cette époque-là. Mais qu'est-ce qui finalement l'amène? Est-ce qu'il subit des pressions, ou bien est-ce qu'il le fait par besoin de construire un Gabon uni? Et quelles sont les motivations de Jean-Hilaire Obama selon toi, ton regard? Je pense que Jean-Hilaire Obama croyait que le Gabon, et ça c'est ce que je pense, croyait que il fallait que le Gabon ait toutes ses forces pour aller loin. Je vais te prendre l'exemple du coup d'État en 64. Le lendemain, les militaires remettent le pouvoir à Jean-Hilaire Obama. L'une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il prend de tous les bords Paul-Marie Gondjou, avec qui il n'était pas forcément les meilleurs amis du monde durant les années 50, et Paul-Marie Gondjou qui était avec Léon Mba. Paul-Marie Gondjou, il le met dans le gouvernement qu'il constitue. Il prend Germain Mba qui est opposant à Léon Mba, mais ils ont une petite parenté, les deux. Il l'appelle, alors qu'il n'est même pas au Gabon, il est pas au Gabon, il est en exil, il appelle et il dit, on a besoin de toi, on va te mettre dans le gouvernement comme ministre de l'Intérieur. Tu sais que ministre de l'Intérieur, c'est pas n'importe quoi. C'est pas un ministère qu'on donne à n'importe qui. Et il donne ça à un jeune qui est en exil. Et moi, je pense il pensait généralement que le Gabon avait besoin de tous ses fils. Il ne fallait pas arriver à l'indépendance divisée. Parce que dis-toi, à une élection aussi, je sais plus laquelle, mais c'était en 1958, il ne se présente pas en tête de liste de son parti et il met en avant Jean-Marc Eko. Dis-toi qu'il y a des gens qui se sont dit à ce moment-là, mais nous on est prêts à je suis prêt à voter l'UDSG, mais je ne vote pas l'UDSG parce que justement, ce n'est pas Jean-Hilaire Obama qui est en tête, mais c'est plutôt Jean-Marc Eko. Pour moi, c'est une des preuves que il ne voulait pas nécessairement se mettre en avant, et pour lui, je pense que c'était secondaire. Et même si derrière, il y a des anecdotes qui disent qu'il avait joué un rôle avant le coup d'État pour prendre le pouvoir, ce qui est une thèse qui tient la route, mais je ne pense pas nécessairement que c'était quelqu'un qui était obnubilé par le pouvoir. Il avait un idéal sur le Gabon et il pensait que l'Union nationale devait y contribuer.